Si tu ne triches pas, tu n'essaies pas vraiment. Et les soldats n'ont pas besoin qu'on leur dise ça 2 fois. Bien sûr, les armes peuvent être utilisées normalement, mais certains soldats inventifs les ont utilisées de manière créative, sournoise et carrément vicieuse pour obtenir un avantage discret sur le champ de bataille. Parfois, ils arrivaient même à tirer sur l'ennemi sans avoir à être présents eux-mêmes. Le fusil à goutte. Pendant la Première Guerre mondiale, les forces australiennes et néo-zélandaises ont combattu contre l'Empire ottoman lors de la campagne de Gallipoli, qui fut, pour le moins, un désastre total. Après 8 mois de combats infructueux, il fut décidé que les troupes de l'Anzac se retireraient. Les évacuations face à l'ennemi sont dangereuses, et une contre-attaque ottomane aurait pu causer des pertes importantes pendant le retrait. Entre en scène le caporal William Scourie. Il a eu l'idée du fusil à goutte. Un fusil de rechange serait calé pour faire face aux lignes ottomanes. Une boîte en métal au-dessus du fusil serait remplie d'eau. On perçait ensuite un trou dans la boîte, et l'eau s'écoulait dans un autre récipient, qui était relié à la détente du fusil. Lorsque suffisamment d'eau s'écoulait dans le récipient, le poids tirait sur la détente, déclenchant le tir du fusil. Ces fusils étaient placés tout le long des systèmes de tranchées, pour fournir des tirs sporadiques et donner l'illusion que les troupes étaient toujours présentes. Mais comme il s'agissait de fusils à verrou, chacun ne tirait qu'une fois. Ce n'était pas la seule ruse. Des mannequins habillés en uniforme Anzac étaient placés autour des tranchées abandonnées. Et il y avait même de fausses pièces d'artillerie fabriquées à partir de roues de charrettes et de tôles ondulées qui remplaçaient les vrais canons. Tout au long du retrait, les Ottomans étaient convaincus que les tranchées étaient toujours occupées, un point renforcé par les tirs sporadiques de fusils à gouttes le long des lignes. Pour ses efforts, William Scourie fut promu sergent et reçut la médaille de conduite distinguée, et il finirait par prendre sa retraite de l'armée avec le grade de capitaine. Cannon's Quaker. Pendant la guerre de sécession, la Confédération manquait souvent de ravitaillement et n'avait pas la capacité industrielle pour rivaliser avec l'Union. Alors ils ont fait la meilleure chose possible et ont bluffé pour obtenir la victoire. Après la première bataille de Manassas, ou Bull Run, la Confédération était en position de menacer Washington DC. Le commandant de cavalerie Jeb Stuart s'est approché à moins de 10 km de la ville et a creusé une série impressionnante de positions d'artillerie. Le problème, c'est qu'il ne disposait d'aucune artillerie significative. À la place, il a installé des canons Quaker. C'étaient de fausses pièces d'artillerie imitant des vraies. Le général James Longstreet a déclaré « Nous avons assemblé plusieurs vieilles roues de chariots sur des tuyaux de poêle de divers calibres, jusqu'à ce que nous ayons des batteries à l'air redoutables, dont certaines semblèrent d'un calibre suffisant pour menacer Alexandrie, et même la capitale nationale et la résidence présidentielle. » Fin de citation. Après 2 mois à semer la panique, les confédérés ont abandonné la position, laissant derrière eux les canons Quaker. Les journaux du Nord se sont vite moqués du commandement de l'Union, notamment du général George McClellan, pour s'être laissé tromper aussi facilement. Des canons Quaker ont aussi servi durant la guerre, notamment au siège de Galveston, Texas. Bien que la mascarade ait pris fin après une tempête, qui a renversé plusieurs pièces d'artillerie, chacune censée peser plus de 2 tonnes, et qui ont ensuite été remises en place par 2 hommes. Les chefs de l'Union étaient plus qu'heureux de souligner cela lors des négociations de trêve par la suite. Les fausses armes pour s'évader de prison. Les fausses armes n'ont pas besoin d'être d'énormes pièces d'artillerie pour être efficaces. En 1934, le célèbre criminel John Dillinger était détenu à la prison du comté de Lake, dans l'Indiana. Cela ne signifiait pas qu'il resterait passif à attendre son sort. Le 3 mars, il a réussi à obtenir une fausse arme. L'avoir fabriquée, mais il est plus probable que son avocat l'ait introduite en contrebande. De toute façon, la fausse arme n'est pas très convaincante. Mesurant à peine 15 cm de long, le cadre grossier en bois comportait un manche de rasoir de sûreté comme canon improvisé, et 2 petits clous servant de guidon et de hausse. Elle était également recouverte de cirage noir pour parfaire l'illusion, et elle était bien sûr totalement non fonctionnelle. Cependant, les gardiens refusaient de prendre des risques, et Dillinger s'est frayé un chemin dans la prison au bluff, jusqu'à ce que lui et un complice s'emparent de mitraillettes Thompson, puis s'échappent dans la voiture d'une brève série de crimes. Mais John Dillinger serait abattu par des agents du FBI en juillet. Les pièges et armes capturés. Une façon simple d'utiliser des armes pour tromper l'ennemi et de les piéger. Depuis toujours, les soldats fouillant les champs de bataille pour des souvenirs,
les armes ennemies étant parmi les trophées les plus prisés. Et cela peut sembler assez évident, mais il y a un risque à cela. L'ennemi peut installer un simple fil piège relié à une grenade ou un engin explosif improvisé. Donc lorsqu'un soldat imprudent saisit le fusil, l'engin explose. Les soldats sont avertis d'être particulièrement prudents lorsqu'ils récupèrent une arme ennemie, surtout si elle est simplement laissée à un endroit évident, comme si elle n'attendait qu'à être prise. Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Les armes ennemies capturées peuvent avoir une utilité autre que celle de simples souvenirs. Les armes à feu modernes émettent des sons distinctifs que les soldats expérimentés reconnaissent immédiatement. Si ces armes sont utilisées contre leur propriétaire d'origine, le son familier peut amener l'ennemi à croire qu'il fait face à ses propres forces, ce qui peut provoquer une hésitation à un moment critique. Cependant, cela peut se retourner contre vous. Si l'ennemi peut être trompé, les alliés le peuvent aussi, pensant que les tirs proviennent de l'ennemi et ouvrant le feu sur leur propre camp. Il est généralement déconseillé d'utiliser des armes capturées afin d'éviter tout risque de tir ami. La ruse des lignes silencieuses. L'ennemi peut aussi être trompé par une utilisation stratégique de votre propre puissance de feu. Sur les lignes de front, la quantité de tirs échangés est un assez bon indicateur du nombre de soldats présents dans un secteur particulier. Les commandants peuvent observer la quantité de tirs et savoir où l'ennemi est peu nombreux, ou bien en effectif complet. Cela peut être utilisé pour tromper l'ennemi et l'attirer dans un piège. Au lieu que tout le monde tire lors d'un engagement, une grande partie des soldats ou des pièces d'artillerie ne ripostera tout simplement pas et attendra patiemment. Recevoir moins de tirs laisserait penser qu'il y a moins de soldats qu'en réalité, ce qui pourrait les inciter à attaquer. Lorsqu'ils attaquent en force, ils auraient une mauvaise surprise. On en trouve un exemple avec la charge de Pickett lors de la bataille de Gettysburg. Avant l'assaut, l'artillerie confédérée a bombardé le centre de l'Union. Les batteries de l'Union ont riposté, mais ont vite commencé à se taire. Les confédérés ont interprété cela comme un signe que leur tir était efficace et qu'ils mettaient hors service les canons de l'Union. La décision a été prise et l'assaut d'infanterie a commencé. En réalité, le commandant de l'artillerie de l'Union, le général Henry Hunt, savait que l'intensité du feu d'artillerie ennemi signifiait qu'un assaut d'infanterie était tromper les confédérés et économiser des munitions. Il ordonna à ses canons de cesser le feu. Les confédérés furent dupés et lancèrent l'assaut. Une fois que leur infanterie s'engagea à découvert devant les positions de l'Union, les canons silencieux furent remis en place et ouvrirent le feu, pulvérisant les lignes confédérées. Ce n'était pas le seul facteur, mais cette ruse a aidé à repousser la charge de Pickett et à remporter la bataille. Ces tactiques s'appliquent aussi bien aux tactiques d'escouade qu'aux grands fronts de bataille. Les canons peuvent concentrer leurs tirs sur une zone, attirant l'attention de l'ennemi à cet endroit, puis une attaque peut avoir lieu ailleurs, dans un endroit totalement différent. Cela peut sembler évident, mais cette tactique a été utilisée maintes et maintes fois au cours de l'histoire, et nul doute qu'elle continuera d'être utilisée encore longtemps à l'avenir. Le Road Agent Spin. Bien sûr, la ruse avec les armes à feu peut être utilisée pour éviter d'aller en prison dès le départ. Dans le Far West, l'un des hors-la-loi les plus notoires était John Wesley Hardin. L'un des représentants de la loi les plus célèbres, c'était James Butler Hickok, mieux connu sous le nom de Wild Bill. Selon Hardin, les deux se sont rencontrés à Abilene, au Kansas, en 1871 où Hickok était le shérif local. La ville avait une politique stricte d'interdiction des armes à feu, et Hickok a confronté Hardin au sujet des 2 pistolets à sa ceinture. Hardin a sorti ses pistolets, et les a remis à Hickok, mais avant ça... Alors que le shérif tendait la main pour les prendre, Hardin a exécuté le Road Agent Spin, également appelé le Border Roll. Il a laissé tomber les pistolets vers le bas, attrapant le pontet avec son index, puis les a fait tourner de façon à ce que les canons soient pointés vers Hickok. Apparemment, Hickok a trouvé cela hilarant, et les deux ont pris un verre ensemble dans un saloon local, bien que Hardin ait été désarmé au préalable, puisque la loi restait la loi. Il est important de noter qu'il s'agit d'un récit de Hardin lui-même, dont les détails ont peut-être été exagérés, voire complètement inventés. Tout cela n'est qu'un aperçu des différentes façons dont les armes à feu ont été utilisées pour tromper, dérouter et piéger les adversaires. Qu'ils soient utilisés par des soldats, des criminels ou des hors-la-loi, toute personne qui utilise des armes à feu trouvera un moyen de s'en servir pour tromper ses ennemis et survivre pour se battre un autre jour.